Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais ici, dans cette vidéo, témoigner d'une investigation. Voilà, c'est qu'en fait, je me suis souvenu d'une personne que j'avais croisée, si je puis dire, il y a longtemps, il y a au moins 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et je l'avais rencontrée dans le métro à l'époque. Elle avait un chapeau, voilà, elle s'appelait Clémentine. Bon. Et effectivement, je l'avais trouvée changée la seconde fois que je l'avais vue, en l'occurrence d'une manière plus conviviale, plus chaleureuse. Et effectivement, elle était restée un peu fermée et un peu sur ses gardes, d'une manière un peu comme ça, un peu en alerte et un peu défensivement. En fait, je l'ai retrouvée, j'avais noté son nom et son prénom sur mon ordinateur. Parce que juste simplement je m'en étais souvenu, elle m'avait, je crois, donné son contact, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai retrouvé son prénom. En tous les cas, toujours est-il que j'ai vu qu'elle était donc ce qui associait la bande dessinée et le management, pour faire court. Je trouve que c'est à la fois intéressant car ça permet à la bande dessinée de trouver une certaine vitalité, un certain dynamisme, une certaine forme d'attraction pour de nouveaux talents qui peuvent trouver un encadrement dans leur conception de la bande dessinée graphiquement, et puis dans les partenaires qu'il peut y avoir avec les jeux vidéo. Maintenant, vous savez, il y a une transversalité avec les technologies numériques, notamment le jeu vidéo, la bande dessinée, une culture aussi euh, voilà, qui est transversale au manga, enfin, la culture geek, comme vous le savez, etc. Bon, il y a un versant intégrateur, mais il y a aussi un versant qui exclut. C'est là où je veux en venir. Je crois que, évidemment, euh, ô combien l'histoire de l'art nous enseigne que euh, il y a dans une œuvre d'art une singularité. Il y a comment dirais-je, une singularité qui aussi traverse une dimension universelle. Un regard posé sur un paysage, la façon dont c'est stylisé, enfin, la façon dont ça dit des choses, la façon dont un personnage et un portrait, par exemple le portrait de Stravinsky de Picasso, assis sur sa chaise, c'est quelque chose de monumental. Les prisonniers de Vincent Van Gogh, c'est quelque chose de monumental. La mer de Durer, tel qu'il a dessiné avec ce strabisme divergent, c'est quelque chose de monumental. Les peintures d'aliénés peintes par Géricault, c'est quelque chose de monumental. Il y a toutes sortes de portraits, les portraits de Caravage, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a une forte singularité, en même temps une dimension universelle, même on le trouve chez Picasso d'ailleurs, beaucoup de portraits de la même façon, comme je l'ai dit entre autres, mais dans beaucoup de portraits de Picasso évidemment, même jusqu'au cubisme, enfin voilà, etc. Donc il y a toujours... Alors pour dire que, effectivement, la bande dessinée, avec Luten Nemo, avec des très grands dessinateurs comme Dulon, qui dessinait cette vieille femme, cette vieille dame, comme Gaston Lagaffe par Franquin, qui est rentré à Fil Glacial aussi. Donc il y a toute une arborescence, une gestation, enfin Fil Glacial était une bande dessinée qui était un peu penchée sur des choses un peu grivoises, enfin bon, des choses comme ça. Mais enfin, on voyait souvent le phallus dans ce genre de dessin, mais c'était au quatrième, cinquième, sixième degré, enfin je veux dire, en tout cas, c'était parfois aussi pour désappesantir la société dans les années 90. Bon. Donc les bandes dessinées sont propres à un contexte d'époque. En tout cas, toujours est-il, pour faire court sur cet enregistrement, que effectivement, eh bien, la bande dessinée actuelle, qui est assez industrielle, il faut bien le dire, c'est le manga, hein, bien sûr. Il y a aux éditions Dupuis, aux éditions Casterman, vous avez des bandes dessinées qui sont extrêmement inventives. Vous avez Black Sad, le chat enquêteur, vous savez, le chat policier, là, l'homme policier chat, enfin voilà. Vous avez des choses prodigieuses, évidemment. Hein, vous avez... Donc, mais
la question, c'est est-ce que ce management peut, au niveau commercial, dynamiser la bande dessinée d'un point de vue transversal dans toutes ses pluralités, dans toutes ses déclinaisons, c'est une question. Ou est-ce qu'il se centre trop sur, ou est-ce qu'il se centre particulièrement sur une bande dessinée donc particulièrement industrielle comme les mangas. Donc moi je ne vais pas exposer un parti pris personnel sur les mangas. Je considère qu'il y a de très bons mangas et de très mauvais mangas. Enfin, c'est vrai que c'est une culture violente. Les mangas sont déclinés dans plusieurs spécialités, portant des noms japonais, etc. Il y a des mangas érotiques, des mangas pornographiques, des mangas au contraire qui sont des mangas avec une dimension imaginaire fantastique absolument saisissante, avec d'autres avec une poésie incroyable, mettant au centre certains éléments fantastiques, etc. Enfin, il y a des choses extrêmement variées dans le manga, je ne dis pas le contraire. Mais effectivement, moi, il me semble que le management, s'il est associé à la bande dessinée de nos jours, à la fois c'est dynamisant, donc ça c'est plutôt positif comme je l'ai dit, et vitalisant évidemment, mais d'un autre côté ça peut être négatif, au sens où ça peut-être, en tout cas c'est une question que je pose aux professionnels de ce management-là, notamment Clémentine, puisqu'en l'occurrence elle s'occupe de l'interaction entre le management et la bande dessinée, mais c'est vrai que je lui poserai la question à savoir si, Clémentine, donc, est-ce que tu crois que, effectivement, ton travail, c'est eh bien, de vitaliser toute bande dessinée, ce qui en soi peut être intéressant au point de, je ne sais pas, d'ouvrir un autre paradigme où il y aurait une sorte de transversalité entre le jeu vidéo, la bande dessinée, le texte purement par le roman, le livre, littérairement le récit. Donc est-ce que ça peut aussi trouver une concrétion dans la réalité, une concrétisation dans la réalité? Enfin voilà, c'est un univers qui est vaste, qui est très très grand, qui est immense, et je pense que pour moi-même, il reste encore à le découvrir. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore dans le monde dessiné. Mais y a-t-il, Clémentine, d'après toi, une ambiguïté euh, au niveau du management, c'est-à-dire de rentabiliser la bande dessinée, de l'appauvrir, de la dessécher, de la rendre efficace pour un public très cible, donc faire finalement du public un objet de cible de marketing, de par la bande dessinée pour créer des retours sur investissement, en tout cas un marché, comme on dit, fabriquer un jus lucratif. Donc voilà, c'est toutes sortes de questions qu'on peut se poser d'un point de vue épistémologique. Effectivement, y a-t-il des bandes dessinées qui sont plus dominantes de nos jours à telle époque que d'autres? Quelles sont-elles? Moi, j'ai pensé un peu instinctivement, enfin assez rapidement, je veux dire, aux mangas. Je me suis dit, les mangas, c'est quand même assez violent la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la plupart du temps? Bah, ça veut dire que il y a dans les mangas des histoires qui sont vraiment, moi j'en ai vu un petit peu, je vais pas les citer, mais enfin je les connais, je me souviens plus très bien des références, mais il y a des mangas qui font peur, il y a des choses qui font peur. Alors, il y a question des yokai, qui sont des créatures démoniaques du Japon de l'Edo, le Japon féodal, avant l'ère Meiji du 19e siècle. Il y avait beaucoup la présence des yokai, ces créatures fantastiques, donc il y a un dictionnaire assez connu, fait par un auteur assez comment dire, qui faisait partie un peu de l'ancien monde, si je puis dire, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, effectivement, euh, c'est un univers, la bande dessinée, si elle est reliée au management, eh ben, on se demande si elle va être au contraire enrichie dans sa dimension humaniste, sur ses fondamentaux. Est-ce qu'elle va être plus ouverte à des changements révolutionnaires, ou est-ce qu'au contraire, elle va être assujettie à la loi du marché, à la rentabilité, au profit, en cascade, c'est-à-dire bah, effectivement de lisser au maximum tous les aspects profonds de l'humain, enfin en tout cas de minimiser la part humaine au profit, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là sur cet enregistrement, au profit
d'une jouissance finalement, une jouissance qui est ciblée, qui est vécue en fonction de public cible. Donc là, ça entraîne un marketing intelligent, c'est-à-dire, d'interpeller des publics qui sont susceptibles d'accrocher par rapport à des jouissances, diverses et variées, donc ça entrevoit un pan, psychanalytique, qui je pense n'est pas à réduire, qui est à mettre à jour et j'avoue que je trouve, original que Clémentine, tu t'occupes de l'interaction entre, management et bande dessinée. Alors est-ce, d'ailleurs, une interaction seulement? C'est là toute la question. Quelle est l'articulation entre le management et la bande dessinée? Voilà, j'ai trouvé moi des bandes dessinées assez souvent où le regard était bâclé. Voilà, je le dis franchement. Le regard, dans pas mal de bandes dessinées est bâclé, que ce soit des bandes dessinées de n'importe quel pays. La question du regard est en suspens. Et puis la question de l'irrégularité que l'on trouve en art, la question de la disharmonie qui est synonyme justement d'harmonie dans l'art, c'est toute la complexité qu'on trouve dans l'histoire de l'art, des formes un peu rugueuses qui sont justement synonymes d'une très grande, qui sont le support d'une très grande force véhiculée par l'œuvre d'art. Donc voilà, je me pose des questions, alors c'est pas pour faire le philosophe en puissance, mais simplement situer ces questions d'un point de vue épistémologique, je dirais beaucoup plus. Et puis, alors après, concernant cette observation sur le regard effacé des personnages en bande dessinée, c'est quelque chose que j'ai remarqué effectivement. Les bandes dessinées qui ont été faites récemment sur Caravage, enfin dans les années 2010, je crois bien, était très bien faite sur le plan des proportions, sur la gestuelle, sur la dynamique des corps, je veux dire, sur les décors, il y avait beaucoup de travail, mais j'avoue, les regards étaient complètement à côté. Donc voilà, je me pose la question sur la question du regard, est-ce que ça dit quelque chose là, sur le plan morphopsychologique, est-ce que ça dit quelque chose au sens où, eh bien, voilà, la force des mouvements, la cinétique comme la cinématique qu'il y a dans les bandes dessinées, qui prime beaucoup, est-ce qu'elle ne va pas pour autant jusqu'à annuler le regard? Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt et bonjour à toi Clémentine.